bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, Bien, alors, je suis développeur PHP depuis à peu près 15 ans. Je suis à Excel depuis 2 ans et dans la communauté dev, comme Florent ici présent, et j'ai travaillé majoritairement dans les télécoms et l'industrie. Florent, je te laisse la main. yes. Et bah, de mon côté, du coup, je me présente, donc Florent Lebaille, je suis développeur et tech lead Java et Angular principalement, avec une petite patte DevOps quand il y a besoin, et je travaille essentiellement dans le secteur bancaire et RH. Euh, je vais vous présenter du coup ce qu'on va voir ce soir. Donc, d'ores et déjà, on a un programme qui va être assez chargé. Donc, peut-être que la conclusion et la démo finale déborderont un tout petit peu. On va essayer en tout cas de se tenir dans le temps. Mais on va voir justement ce qu'on va voir ce soir. Donc vous avez déjà eu le petit sondage là derrière. On va faire un petit point rapidement sur l'histoire, à chaque fois avec Go et Rust de chaque côté. On passera ensuite sur quelques généralités, là, dans un premier temps sur Go, dans un second temps sur Rust. Ensuite, on vous fera un petit Getting Start, donc juste quelques petites explications pour démarrer les projets. Ensuite, on enchaînera tout de suite sur une démo. Donc, on a mis des niveaux de 0 à 3 et de 4 à 6, enfin, globalement jusqu'à 7, hein, si on inclut la démo finale. Ça reste des niveaux débutants, vous le verrez. L'idée, c'est juste de vous expliquer un petit peu pas à pas. Et ensuite, on alternera du coup avec, en essayant de répondre à la question où sont utilisés ces langages et pourquoi. Donc ensuite, sur une démo un peu plus avancée, on fera ensuite les pros et cons pour chaque langage et voir un peu quelles sont les forces de chacun et les faiblesses. Ensuite, si on a le temps, du coup, comme je vous disais, on fera une démo finale et on essaiera de conclure un peu sur nos impressions sur ces deux langages. Et comme vous l'avez vu d'ailleurs, du coup, nous ne sommes pas développeurs Go ni développeurs Rust, donc ce sera un avis extérieur. Et du coup, je vais passer la main à Grégory pour l'histoire de Go. Donc, le langage Go, c'est celui que je voulais présenter dans ce meet-up. Donc, il a démarré en 2007 dans les labos de Google. Donc, Google avait des besoins particuliers et il a factorisé le tout en se disant il y a toujours les mêmes besoins qui reviennent. Les langages du marché, on les connaît, mais on a besoin de quelque chose qui soit custom made. Donc, on va faire notre propre langage. On les piocher un peu partout. Ils ont abouti à une version en 2007 qu'ils ont commencé à utiliser, et en 2009, ça a été la première version publique, c'est-à-dire celle qui était accessible au monde entier. Et les auteurs reconnus de ce langage sont Robert Grissemer, j'espère que je massacre personne, Rob Pike et Ken Thompson. Et la version que j'ai utilisée pour la démo et la dernière qui est accessible aujourd'hui, c'est la 1.23. Je crois la 1.23.1. Florent, je te laisse la main. Yes. Alors, petit rapidement quelques dates clés hein, sur Rust. Donc Rust à la base, hein, c'est un projet qui est démarré par des étudiants à côté, enfin des gens qui avaient qui avaient un peu des soucis avec C et qui voulaient sécuriser justement C à côté. Donc le projet a vraiment démarré en 2006. Donc Rust n'est pas si nouveau de ça. Euh, Derrière, par contre, le sponsorship qui a été reconnu hein, sur Rust. Et sponsorship qui a été donné par Firefox notamment, qui a voulu réécrire et stabiliser un peu son navigateur, a été donné en 2009. Donc c'est vraiment là que le projet a commencé à être, on va dire, à devenir un peu plus sérieux. Mais par contre, s'ensuit la première version stable en 2015. Il y a vraiment que depuis 2015 où Rust peut vraiment être utilisé, on va dire, de façon pérenne. Parce que les versions qu'il y avait avant étaient assez difficilement utilisables. On a ensuite AWS qui adopte Rust pour notamment réécrire la partie lambda qui était initialement écrite en Java. Donc ça me fait du mal quand j'ai lu ça. Oui. Il y a une partie qui commence à être réécrite maintenant en Rust. Et enfin, la fondation Rust qui a été montée en 2021, donc qui a pour but de donner un aspect communautaire à Rest et un organisme qui va centraliser et vérifier et sécuriser aussi, parce qu'il y a des sujets en ce moment, les versions de Rust. Donc je vais repasser la main à Grégory pour les généralités sur le langage. Go est un langage strictement typé. Ça veut dire que de manière explicite ou implicite, toute variable a un type. C'est un langage compilé. Ça veut dire que on précompile avant d'exécuter. Il est concurrent par nature. Ça veut dire qu'il est prévu pour du multithreading et des usages en partagé. Il n'est pas proprement parlé en langage objet, mais on verra plus tard. Il y a un certain nombre de structures qui permettent d'avoir l'objet tel qu'on l'utilise dans les autres langages. Et enfin, pour le vocabulaire, Go, c'est la version courte du nom. Golang, c'est la version complète. Et Gopher, c'est la mascotte que vous voyez à gauche, c'est cet adorable
rongeur. Florent, c'est à toi. Yes. Alors, quelques points sur Rust. Alors Rust, c'est un nouveau paradigme de programmation. C'est ce qui le rend déjà très intéressant et c'est ce qui le rend apprécié de pas mal de développeurs, notamment les développeurs qui ont l'habitude de gérer de la mémoire, que ce soit sur C, C++ ou autres langages, qui n'ont pas de mesh collector notamment. Donc c'est une programmation par délégation de mémoire, entre guillemets. C'est un peu résumé fortement, mais en gros, on va déléguer la responsabilité d'une variable au code source qui va l'utiliser, par exemple en paramètre ou autre. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans le code. C'est immutable par défaut, donc tout ce qu'on déclare est immutable par défaut. C'est pareil, c'est un changement un peu de paradigme par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Concurrent par nature également, il a été prévu pour être multithreadé. Et enfin, ce n'est pas un langage orienté objet et qui n'a pas vocation à l'être. Donc c'est un peu perturbant quand vous venez du monde Java, du TypeScript par exemple. C'est bon. C'est un peu perturbant. Quand on vient démarrer, Grégory, je te laisse la main. Ok. Pour présenter le Go, je m'étais demandé quelle idée utiliser. Donc, VS Code, c'est celui que je vais montrer parce qu'il est accessible. Il existe aussi une version de JetBrains, comme à peu près tous les langages. Elle s'appelle Golang. Je l'avais dit, c'est un langage compilé. Et pour pouvoir démarrer les choses, on crée avec la commande go mode init des packages donc isolés pour chaque projet. On a un exemple ici qui est relativement compliqué. Généralement, il peut se limiter au numéro de version qui a quelques indications de modules, on va dire les 2 premières lignes. Ce qui est aussi perturbant pour le Go, si vous n'avez pas l'habitude, c'est qu'il va vous retoquer la compilation s'il voit qu'il y a une variable qui n'est pas utilisée, s'il voit qu'il y a un package qui n'est pas utilisé. Généralement, dans les langages, on a tendance à en mettre 3 fois trop. Là, c'est strictement le minimum. Donc, si on en met trop, il va nous recaler. Et enfin, les commandes qui sont les plus utilisées, c'est go build et go run. Alors, la différence, c'est que go build, ça va construire un exécutable sur la cible, donc Windows ou autre, ou Linux. Et par contre, go run, ça va exécuter directement les résultats sans que ce soit sous la forme d'un exécutable. Donc, le go build donnera un exé et le go run va exécuter directement le go que vous avez demandé. À toi. Yes. Pour Rust, donc Rust, vous pouvez l'utiliser sans. Alors vous avez un gestionnaire de package, de projet qui s'appelle Cargo. Vous pouvez l'utiliser sans, mais c'est un peu comme utiliser Java que pour Java. Donc en gros, si vous voulez perdre du temps, vous pouvez le faire sans. Mais globalement, utiliser Cargo, c'est donné par défaut avec le langage, en fait, par défaut. C'est fortement recommandé à côté et c'est sur le site officiel de Rust, donc c'est officiellement supporté par Rust et par la fondation Rust. Donc ça vous permet de gérer les dépenses et le but du projet, comme d'habitude. Vous pouvez publier sur un site qui s'appelle crates.io. On verra en fait les dépenses, ça s'appelle des crates. Vous avez un seul fichier de config qui est le cargo.toml. C'est une sorte de fichier properties, enfin un fichier .ini plutôt, mais un peu à la sauce Rust. Bon, globalement, ça reste assez simple à lire. Je m'étanche pas dessus, on verra ça dans les démos. Et enfin, vous allez avoir un fichier log qui va être généré un peu comme au TypeScript pour optimiser les dépenses. À la sortie du build, vous aurez un point à exécuter. Et on va passer aux premières démos. Je te laisse reprendre la main, Grégory, partager ton écran pour les démonstrations sur Go. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que le contraste est bon? Ça a l'air Moi, c'est bon. bon. Ok, eh ben, je reprends la main du coup. Donc, on commence, comme dans tout langage, par le Hello World. Donc, on va voir la forme que ça a. Et je l'affiche ici parce que c'est mieux. Donc, si vous êtes habitué à des langages comme Python ou PHP, normalement, il y a moyen de faire un Hello World en une ligne. Là, c'est un peu moins compact, mais on va dire un peu comme Java, c'est ça? Java, c'est grosso modo le même nombre de lignes. Et on a notre Hello World qui est affiché. Donc, je disais la différence entre GoRun et GoBuild. Si ici, je fais un GoBuild, je vais avoir un point exe qui est ici, qui va être affiché. Et si j'exécute mon point exe, ça va revenir strictement au même. J'enchaîne avec la deuxième présentation. Une fois qu'on a fait son Hello World, l'autre tradition, c'est de vouloir afficher des choses. Donc, on va afficher des variables. Voilà. Donc, je vais prendre l'affichage ici.
Donc plusieurs choses. J'affiche une chaîne de caractères standard et ensuite, qu'est-ce qui se passe en Go si on essaie d'itérer sur la chaîne? On obtient ces caractères barbares. En fait, c'est pour pouvoir gérer l'Unicode. Ce ne sont pas des vrais caractères, ce sont ce qu'on appelle des runes. Et il faut une adaptation particulière. J'affiche le code ici. Il faut une adaptation particulière pour pouvoir afficher les différents caractères d'une chaîne. Donc, ça va plus donner un bout de code comme celui-ci, que vous pourrez retrouver dans le dépôt que je laisserai à la fin de la démonstration. Donc, une chaîne, on itère sur une chaîne, ça ne marche pas comme prévu. Ce sont des runes. En fait, les runes se composent comme suit pour pouvoir gérer de l'Unicode. Et à la fin, si on veut vraiment itérer sur les caractères et avoir les différents contenus donc contextuels, parce que contextuels, voilà, et les positions, on fait une chaîne avec double caractère. Donc la notation variable 1, virgule variable 2 et ce petit caractère étrange, ça dit que implicitement, ces caractères vont être affectés à partir de ce qu'on a dans la chaîne. Et j'ai une autre démonstration à faire, je crois, l'input utilisateur. Voilà. Une fois qu'on sait afficher des choses, on veut pouvoir afficher quelque chose qu'on a au clavier. Donc, on va prendre une chaîne de caractères. Je vais vous afficher le contenu ici, voilà. Oh, there's not enough space on the disk. Effet démo, bonjour. Va falloir que je supprime quelque chose rapidement. Tu peux jouer la main sur Tu disais? Je peux reprendre la main si tu veux, en tant que tu le corriges, si tu veux. Je vais présenter. Hop. Je retourne. Ouais, vas-y, reprends la main. Ça marche. Alors, pour ma part, je vais vous présenter rapidement du coup les premiers exercices. Donc, les mêmes exercices côté Rust. Côté Rust, je vous ai juste mis le premier exercice de 0 qui est avec Rust C. Donc j'avais globalement la commande ici, moi pour éviter l'effet démo, je le prépare un petit peu avant, mais j'ai triché. Mais globalement normalement si ça marche, vous faites juste Rust C. Alors on n'est pas passé sur les installations, mais c'est juste un exécutable que vous téléchargez sur le site de Rust. Ça vous installez Rust, pareil vous avez un exécutable pour Cargo et vous aurez des commandes Rust et Cargo qui seront à disposition sur votre système d'exploitation. Sur Windows il y a globalement rien à faire. On va compiler donc c'est des fichiers .rs pour Rust. Ça vous crée tout de suite un point .exe derrière et un point .pdb. Le point .pdb, vous en foutez. Globalement, vous le laissez à côté. Et ensuite, le point .exe que vous pouvez exécuter classiquement. Sur le code, on peut pas faire beaucoup plus simple. Vous déclarez une fonction. Derrière, ça c'est une fonction un peu particulière qu'on appelle une macro, mais on s'en fout globalement. Ça vous permet de faire le println derrière. Donc ça, c'est la version standard 0. Si je veux afficher des variables, on va commencer à avoir des choses un peu plus intéressantes. Donc, pareil, réutilisation d'un macro. Là, ici, je vais faire rentrer juste des présentations. Et là, je vous ai juste rajouté une date. Ce qu'on peut voir, ça ressemble un petit peu sur TableScript. On a le let derrière pour déclarer les variables. Ça sera souvent comme ça. On peut expliciter le type, mais par défaut, on voit que l'IDE le détecte et Rust va le détecter. De toute façon, si jamais le typage n'est pas trouvé par le compilateur, il vous le dira. C'est aussi une des spécificités de Rust, sa sécurité, c'est qu'il va passer, le compilateur va vous prémunir des erreurs de mémoire et des erreurs de typage. Donc vous ne pourrez pas compiler tant que votre code n'est pas bon. En fait. Alors, principe du compilateur, on est d'accord, mais on verra, ça ira plus loin sur la mémoire. Il va détecter si jamais vous avez laissé de la mémoire libre ou si vous essayez d'accéder à des variables alors que vous n'avez plus le leadership en fait, ou le droit de l'utiliser. Votre compilateur va vraiment aller descendre en profondeur sur ces éléments-là. Donc là, on fait juste intégrer une date et ensuite on le joue. Alors moi, je triche un peu, effectivement, j'utilise l'IDE, mais globalement, si vous pouvez faire un cargo run, hein, ça va fonctionner aussi. On peut faire de la démo. Hop, la bêtise. Ouais. Voilà. Le cargo run, en fait, va s'occuper de builder et de démarrer l'application. Sur le input value, donc là, le deuxième exo, c'est de faire une saisie utilisateur. Hein. Ça va très vite aussi. Ce qu'on va faire cette fois-ci, pareil, on affiche toujours du texte derrière. Cette fois-ci, on a une petite différence, on a le mute ici, parce que forcément, tout est immutable en Rust par défaut. Donc, si vous voulez faire quelque chose de mutable, vous allez devoir le préciser.
Donc, on va avoir la petite appellation 8 ici. Et pour ceux qui ont fait du C, il y a également la possibilité de lui dire de passer une référence derrière. Donc, quand vous concaténez les deux, ça veut dire que vous passez à la fonction ici, par exemple readline, vous passez la variable choice, vous l'autorisez à être modifié. Par contre, vous passez que la référence, vous ne passez pas la shadow copy en fait de la variable. Un peu plus technique sur celle-là, mais ça c'est une petite avance. De toute façon, la plupart du temps, dans la variable, ce sera indiqué si vous avez une IDE, TVS Code ou IntelliJ, ce sera précisé la façon dont vous devez passer, si la variable doit être mutable ou pas, et c'est à vous de faire le choix d'utiliser cette variable ou pas. Donc encore cet aspect de sécurité, parce que si vous passez forcément, si vous devez préciser votre variable immutable, le développeur forcément sait que sa variable potentiellement va changer de valeur. Donc il y a un aspect de sécurité aussi en présentant au développeur un peu qu'est-ce qui va se passer. Euh, Potentiellement ce que peut faire la méthode avec. Donc si on la démarre tout simplement, hop, donc là on a une recompilation et derrière on vient faire juste une saisie tête standard. On récupère la valeur, donc on a un std in assez commun dans chaque langage de programmation. Le readline derrière, comme je vous disais, on doit lui passer une variable quand même avant. Et par contre, ça retourne ce qu'on appelle ici un result, qui est un peu particulier. C'est un type d'objet un peu comme optional dans Java, mais ils ont un option côté Rust. Là, le result, ça va vous forcer, en fait, c'est comme une levée d'exception. Ça va vous forcer à gérer le cas OK et le cas d'exception, vous devez en faire quelque chose. Et voilà. Et ensuite, la dernière démo, ensuite, je pourrais te repasser la main, Grégory, derrière. C'était les structures conditionnelles dans Rust. Pas grand chose de nouveau non plus sous le soleil. Si ce n'est les boucles. On peut avoir du loop. On peut également avoir du do while et du while. Très standard là-dessus. Et enfin, les if. Pareil, pas de parenthèse. On est sur du égal, égal derrière. Une structure qui se veut assez simple, entre guillemets. Il y a juste les appels de méthode qui sont un peu particuliers ici. Là, en fait, quand on va mettre l'objet comme ça dessus, ça veut dire qu'on fait appel à une crate, c'est-à-dire qu'on fait appel à une librairie qui est en dehors de notre code source, simplement. Les double points, alors ceux qui font du Java en fonctionnel sont habitués, ça va être un appel à une référence dans cette crate-là. Donc en gros, on va juste appeler la méthode derrière qui se trouve dans le package string. Ici, on va avoir la même chose, où là, on a écrit, on récupère, donc derrière, vu qu'on parse, on a un string, on refait un appel de méthode derrière, faire du... Et voilà, là-dessus. Et du coup, ça me permet de faire une boucle, tout simplement, avec la boucle de saisie que j'avais juste avant. Sauf que, tant que je mets pas la bonne valeur, ce qui attend le 1, ça continue. Cas standard, assez simple. Grégory, je peux te refiler la main si tu veux. Tu peux Ok, reprendre. je vais pouvoir reprendre où j'avais laissé. C'est parti. Alors, maintenant que j'ai retrouvé de l'espace disque, je vais pouvoir montrer certains petits détails que j'avais pas montrés. Donc le Hello World package, import et fonction, ça va être la structure globale. Pour l'affichage de variables, on rajoute pas grand chose. Il y a quelques petites choses à présenter. Donc pour faire les boucles, donc avec un for, et ce truc-là, comme je disais, on précise pas le type de i. Vu que c'est un 0, il va inférer que c'est un entier. Donc la notation égale avec var, on la rencontrera plus tard, mais ici, il suffit juste de dire tu me prends cette variable et tu me prends le même type. Donc ici, on a une notation tableau. Ici, on a un X pour forcer l'affichage des runes. Et ici, C pour afficher l'affichage sous forme de lettres et D pour digit. Rien de très sorcier. Ici, on utilise de nouvelles librairies. Donc, quand on en met plein les unes à la suite des autres par convention, on saute des lignes. Ce truc-là, ça permet de dire, un peu comme les listes en PHP, il va y avoir une affectation de deux variables d'un coup, parce que readstring va renvoyer deux trucs d'un coup. Le deuxième m'intéresse pas, je mets underscore. En Python, il y a à peu près le même système. Donc ici, je vais faire mon entrée de texte rapidement, en espérant que je ne vais pas à nouveau dépasser l'espace disque. C'était pas prévu. Ça Et peut pendant que ça lance, humain. je vais montrer la troisième.
un if classique. Donc voilà, et maintenant je vais lancer la troisième. Donc if des familles avec modulo, toi-même tu sais. Et on fait la liste des impairs, c'est classique. Donc je peux à nouveau te rendre la main, Florent. Yes. Alors, on va reprendre sur la diapo. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà une question. On répondra plutôt sur les questions plutôt à la fin, voire peut-être un peu avant la conclusion si jamais on a le temps. Mais je voyais qu'il y a une question sur le debug, hein. Je l'ai vue, elle est pas oubliée. Mmh. Le où et pourquoi? Bah, du coup, non, en fait, c'est toi qui vas commencer sur le où. Où est-ce qu'on Ok, utilise les langages et pourquoi? Donc, je te laisse commencer sur. ok. Donc le Docker, ça sera pour quels usages? Donc quand on regarde les entreprises qui ont adopté l'utilisation de Go, donc on a du Docker, Uber aussi qui l'utilise pour ses microservices, SoundCloud, 1Password, KDE, Kubernetes et Terraform pour tout ce qui concerne les pods et pour l'IAC, l'infrastructure as code. Du côté des acteurs de vidéo, on a Twitch, League of Legends qui l'utilise régulièrement pour leurs différents, enfin Riot qui l'utilise pour League of Legends et aussi pour d'autres de leurs œuvres. Netflix pour une partie de la gestion, ils font du Python mais ils font aussi du Go. Et Bedrock Streaming, un autre acteur lyonnais qui est derrière M6. Donc en gros, on utilise préférentiellement Go pour quels usages? J'ai appris il n'y a pas longtemps que pour avoir des analyseurs d'analyse statique, on aime bien le Go parce que c'est rapide et donc il y a beaucoup d'analyses statiques qui se font sur les différents langages, mais en Go. Et pour le développement web et les API et les microservices, le Go, il est très très utilisé, très très connu, mais ça vient de Google, ça n'a absolument rien d'étonnant. À toi la main, Florent. Yes. Et ça me fait penser, tu as le serveur Git aussi, qui est un serveur Git que tu peux installer pour faire du self-host, qui est écrit en Go aussi. Je me rappelle, je l'ai installé Mmh. même. T'as Sinon, dit, je l'ai pas marqué. Ah oui. ouais, non, 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 mais je viens d'y repenser. Mmh. Oui, pourquoi sur Rust? Alors, depuis quelques années, donc depuis 2 ans maintenant, il y a une intégration d'un noyau Linux, et c'est cette année qu'il y a eu les premiers développements qui ont été livrés dedans. Par contre, la première phase dans le noyau Linux, c'est surtout de commencer à créer des adapteurs pour Rust côté C++ pour que les API puissent être compatibles. C'est avec les chiffres, je crois, après derrière, j'ai plus de terme, mais bon, ça commence. Notamment, c'est Linus Torvald qui a poussé l'initiative et qui commence à avoir des petits problèmes avec ses développeurs C++ d'ailleurs. Ils sont pas trop d'accord, mais bref. Sinon, dans le moteur Godot Engine, vous avez quelques jeux là où vous avez la possibilité de commencer à coder en Rust. Je l'ai mis en exemple parce que si on voit qu'il y a déjà plusieurs engines de jeux vidéo qui commencent à s'y mettre, c'est un gros secteur du C++ aussi qui est reconnu dedans. On voit que Rust peut aussi faire son entrée. Et enfin, comme j'avais précisé tout à l'heure, on a AWS, Facebook ou Discord, pour ne les citer que, qui utilisent du Rust, notamment pour leur batch. Ensuite, pourquoi? C'est le premier candidat vraiment sérieux qui semble être adopté pour remplacer du C et du C++. Il y avait d'autres initiatives hein, comme Carbon, comme D ou comme d'autres langages assez obscurs qui n'ont jamais vraiment percé. Euh, et ensuite, pour d'histoires aussi de haute performance, donc, surtout quand on a besoin de gestion de mémoire, de sécurité et de livrables assez légers. Rust répond assez bien à ces problématiques-là, sachant qu'il est quasiment aussi rapide que C ou C++. Maintenant, il est un poil plus lent, mais ça reste suffisamment négligeable pour être adopté. Donc, sur la suite, on va passer aux démonstrations un peu plus avancées. Et je te laisse la main, Grégory, pour commencer sur Ok, Go avec le niveau 4. let's go. Alors, niveau 4, de mémoire, à chaque fois qu'on pratique un langage, euh, on essaye une fonction bateau comme Fibonacci. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, c'est une implémentation de Fibonacci. Donc, on va la jouer. Et pendant ce temps, je précise, il y a d'autres moyens de faire le Fibonacci que ce que j'ai proposé. Donc, ça, c'est du récursif, mais il y a aussi moyen de faire des closures. Donc, on va dire 8, qui devrait nous renvoyer 13. Ah non, c'est 21, pardon. C'est 7 qui renvoie 13, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a du conditionnel encore, une affectation de variables, cette fois-ci pas de manière implicite. Donc, on précise var
le nom de la variable int, et ensuite on met la valeur, on peut ne pas la mettre de suite, une boucle, et on va scanner l'entrée pour pouvoir choper la valeur. Elle est en string, donc on fait une conversion en int. Ici, c'est au cas où il y a une erreur lors de la conversion, mais elle ne nous intéresse pas. On part du principe que la saisie sera toujours bonne. Il faut pas le faire dans un contexte de production, ça. Et on obtient le résultat de Fibonacci. Ensuite, objet et classe. Donc là, j'ai mis GoToEmployé, c'est parce que j'ai créé le propre dossier pour ça. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Dans le main, j'appelle une structure employé que j'ai définie dans employé.go. Et donc, ce n'est pas une classe, c'est un struct, un peu comme un peu comme ce qu'il peut y avoir en C et C++ de mémoire. Donc, on définit la structure, on définit les fonctions, et ensuite, elles vont être appelées dans le cadre du main. Et le run peut prendre un peu de temps à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'il va détecter une modif, voilà, à chaque fois qu'il va détecter une modif, il va recompiler intégralement. Une fois qu'on l'exécute la fois suivante, quand on est en .exe, c'est beaucoup plus rapide. Et il me reste le parseur de fichiers de mémoire. Donc, hop. Ça fait 4 à 6. Yes. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on fait ici? Plusieurs choses, et on va surtout revenir dans le dossier précédent. Voilà, donc ici, on va loader un CSV, on va afficher chacune des lignes, on va le parser, et ça, c'est pour cette boucle ici. Et pour l'autre, on va prendre une chaîne de caractères, on va la créer dans un fichier, et puis ensuite, on va lire ce qu'on a dans le fichier. Donc du coup, on a ouvert notre fichier bibliothèque, ça parse chaque ligne, puis ça dump le contenu. Voilà. Et ici, on écrit dans un fichier et on récupère le texte du fichier. Donc, lecture, écriture et parsing. Encore une fois qu'on commence à maîtriser un petit peu son langage, ce sont les utilisations les plus évoluées qu'on va faire l'étape suivante. Je crois que c'est tout pour moi. Je peux te relaisser la main? Yes. Alors, je vais partager de mon côté. Donc, on est parti sur un exercice, la suite de Fibonacci également côté Rust. Alors ça, j'avais pas présenté sur les imports côté Rust. Quand vous avez des crêtes extérieures, vous allez avoir le mot-clé use et ensuite le stdio. Il y aura qu'à d'autres adaptations. D'ailleurs, pour info, on ne s'est pas spoilé, on ne s'est pas montré les bouts de code. Ce qui est amusant, on verra après pourquoi. Donc, la petite présentation standard, on utilise un peu d'affichage derrière. Ensuite, on va avoir une petite boucle classique jusqu'à ce qu'on arrive à trouver. Non, c'est même pas une boucle, c'est juste on refait la lecture. Donc, je réutilisais l'exercice qu'il y avait avant pour relire une variable qu'on va rentrer. Ici, on va aller chercher un numéro. Pour savoir à quelle position dans le dessus du Fibonacci on veut se placer. On n'a pas grand-chose de nouveau. Je suis pas revenu trop sur les entiers, mais effectivement, ça ressemble pas mal à du C là-dessus, de souvenirs. Si mes souvenirs de C sont bons, on peut avoir des entiers signés, non signés. Et ensuite, ça va du I8 à I128. Et vous avez un mode particulier qui vous permet d'avoir la valeur entière, enfin l'entier basé sur l'architecture utilisée. Donc du 64 ou 32 après derrière. Je crois que c'est i-arc de souvenir. Et sinon, après, vous avez du double et du float. On reste sur des typages assez standards là-dessus. Il n'y a pas non plus de pièges. Là-dessus, assez simple, hein, sur la suite de Fibonacci. Donc, je lui passe le nombre d'emplacements que je veux passer. Il va se rappeler lui-même que l'idée ici de cet exercice-là, c'était de vous montrer un appel récursif. Également, on l'appelle une fonction. On voit que le retour de fonction, on a une sorte de petit lambda là ici pour comme symbole pour le retour, qui est assez commun. Le if, comme vous l'avez dit avant, soit vous mettez les parenthèses, soit vous les mettez pas. Il y a pas mal de sucre synthétique aussi qui a été prévu dans Rust pour plaire un peu à tout le monde. Ensuite, classique Fibonacci, et il se retourne tant que le numéro de loop n'est pas atteint. Et enfin, sur les retours de fonctions aussi, un peu particulier, je sais plus dans quel langage j'ai vu ça, mais on peut directement retourner soit la valeur,
C'est implicite, vu que c'est le chemin final finalement de la fonction, c'est la dernière instruction avant la fin du bloc. Vous pouvez retourner directement la variable, mais les deux sont assumés aussi. Euh, et puis, alors, vous pouvez faire un return aussi si ça vous choque un peu de pas avoir entier. Et on pourrait, alors le problème, c'est ça, si on fait ça, normalement, il y a peut-être un risque de débordement, c'est ça. Il faut que ce soit explicite, sinon vous risquez pas même pas, parce qu'on va se rappeler toutes ces deux. Non, non, ça marche aussi. De toute façon, on va le tenter. Donc, le Fibonacci derrière, et après, je position 20, et ça ne fonctionne pas, sur mon avis, ça ne va pas. Alors, l'avantage, c'est qu'on voit aussi un petit truc ici, c'est qu'on voit que le compilateur ne fait pas que compiler des erreurs. Il va aussi, de temps en temps, vous préciser, ah, bah, ce serait bien que ça, tu le retires. C'est pas forcément utile, ça, c'est du truc qui sert à rien. Vous allez avoir des warnings comme ça qui vont vous aider un peu à avoir un code un peu plus propre, notamment sur les noms de variables. Je vais éviter de changer. Ouais. Avec UTG, il est assez malin. Si je fais SVLOOP, parce que moi je viens du Java, donc souvent on utilise Java case, il va pas être content. C'est une nomenclature dans Rust qui est donnée. Donc on va dire les bonnes pratiques en plus, comme on dit, les bonnes pratiques vont aussi être données dans le compilateur. Ce qui est quand même pas mal pour, ne serait-ce que même pour des développeurs débutants ou des gens voilà, qui connaissent vraiment pas le langage. Vous allez quand même déjà d'office avoir quelques bonnes pratiques, en Rust. Après, on aime ou on n'aime pas le snake case. Chacun son truc. Là-dessus. Et par contre, ouais, je vais pas me retourner sur la version d'avant, ça fonctionnait pas trop mal. J'ai peut-être dû faire un truc qui allait pas. Donc, c'est chaud. Et si je le run, voilà, fonctionnait bien. Ouais, donc non, là c'est pour ça que c'est un peu piégeux. Effectivement, le return est explicite. Je sais pas pourquoi il repasse pas de temps. C'est bizarre. Bref, voilà un piège, faut se méfier. Trop de temps sur la Fibonacci. Hop, la partie objet. Donc comme on disait, il n'y a pas d'objet côté Rust. On va retrouver dans ce sujet, c'est pour ça que c'est pas spoilé, on va retrouver ce qu'on appelle des structures également dans Rust. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai simulé l'idée d'avoir un compte, des comptes en banque, en fait, un peu bidon, derrière qu'on va générer. Mais pour générer, on va avoir ce genre de choses. Au niveau de la forme, ça ressemble pas mal à ce qu'on trouve aussi en JavaScript et TypeScript, avec le d'une variable, les deux petits points et le type, ce qu'on avait un peu en Go juste avant aussi, ce qui change beaucoup de Java finalement. Des structures, on retrouve des énumérations simples, les fonctions, les différentes fonctions qu'on peut avoir comme on a vu tout à l'heure. Et enfin, l'idée là ici, c'est de générer aléatoirement des accounts. Donc pareil, la petite introduction, encore des valeurs. Petite nouveauté, on gère avec des vecteurs pour des collections. Côté Rust, et tout est vectoriel. De toute façon, il n'y a pas de tableau, comme on l'entend, sens du terme. Vous allez retrouver par contre des maps et des sets après derrière aussi. Et globalement, l'équivalent des listes ou des vecteurs dans d'autres langages, ça restera avec ici. Et si je vous fais la démo rapidement, c'est ce que ça donne. Là, on a un peu plus de compile. Mais l'idée, c'est de générer voilà, des comptes aléatoires avec des valeurs. Je reviens pas sur ces variables-là. Ça, c'est si vous voulez aller voir, vous pouvez vous amuser avec. Vous avez comme ça du générateur aléatoire de valeurs. Ce qui peut être intéressant. Ça. Et enfin, la dernière démo, enfin avant-dernière, qui sera le parsing d'objets JSON aussi. Donc là, on le voit déjà, par exemple, on a des imports qui sont un peu plus complets. Notamment là où on vient explicitement chercher dans une crate, comme vous voyez, j'avais dû faire un truc derrière, mais c'est pas grave. Les apports multiples, par exemple, qui sont faits ici, vous avez un exemple. Alors, vous pouvez avoir des crates dans des crates également. Ça, je rentre pas dans le détail dedans, mais plus tard. Et j'utilisais une librairie qui s'appelle CERD, enfin une crate qui s'appelle CERD, pour pouvoir parser du JSON. Parce que j'avais pas réécrit un parseur JSON entier en Rust, mais ça peut se faire. Mais l'idée, c'est que tout n'est pas à réécrire non plus dans Rust. Vous avez une librairie avec Crestio qui est assez complète, je trouve. Donc dans l'idée, on va aller charger un fichier qui normalement voilà est juste là le account.json, et je fais très original. On a juste un tableau avec des accounts et qui reprend la même structure qu'on avait juste avant. L'idée c'est aussi de vous donner un fil conducteur entre les exercices. Cette fois-ci, on a bien un hashmap avec des strings et des vecteurs dedans. Alors, j'ai pas dit que le code était beau à voir, mais il est fonctionnel. On va aller du coup parser notre fichier, donc en le récupérant ici avec la crête FS. Donc, ceux qui font du Linux, je pense que FS ça vous parle. Sinon c'est file system, ceux qui ont plus de mal avec cette abréviation.
Tout simplement, on va le lire en tant que string, on va le parser dans CERD, on va créer notre vecteur d'account à partir de ça, et ensuite on va juste les lister. C'est pour ça qu'on se retrouve avec nos deux valeurs ici. Donc après, là, j'ai repris exactement le même code, on vient sélectionner du coup notre numéro. Petite particularité, ça si vous faites l'exercice sur Rust, vous verrez, ce sont les alors je crois que de souvenir ça s'appelle aussi des macros, mais là j'ai plus totalement sur la dénomination, mais globalement c'est ce qui va être à peu près l'équivalent des annotations côté Java, très simplifié. Et voilà pour cette partie. On va passer sur la démonstration. Donc, et normalement derrière, je te relaisse la main, Grégory, pour faire un peu la partie pro and con et pourquoi tu prends le con. Ok. Je sais. Vu ce que tu as montré, je rajoute une petite parenthèse. En Go, on a des tableaux, mais les tableaux sont fixes. Si on veut avoir des choses qui sont de taille variable, il faut utiliser les slices. C'est un sacré coup à prendre. Ensuite, pros and cons. En anglais, ça signifie les avantages et inconvénients. Avantage à gauche, inconvénient à droite. Dans le détail, qu'est-ce qu'on a? Application haute performance. Ça vient de chez Google, donc comme vous pouvez vous en douter, il y a un certain niveau d'exigence. Communauté enthousiaste, ça c'est absolument vrai. Concurrent par nature, ça on l'a déjà dit. Donc si on veut faire du multithreading, Go c'est intégré dedans, c'est pas quelque chose qu'on va rajouter, donc c'est fait pour. Protection de la mémoire, pas autant que Rust, mais protection de la mémoire quand même. Simple d'accès au niveau syntaxe, ça reprend plusieurs choses de pas mal de langages et généralement avec de bonnes idées. Scalabilité, toujours pareil, les besoins de Google. Si on fait pour 100 utilisateurs, 1000 ou 10 000, il ne faut pas qu'en changeant d'échelle, il faille absolument tout changer. J'en avais un peu parlé tout à l'heure au niveau des cons. Besoin ponctuel de plus de lignes pour afficher le même résultat. Donc vous avez vu le Hello World. Des fois, il faut vraiment beaucoup plus de choses pour une demande simple et c'est ponctuel. Gros exécutable selon usage. Alors, je vais pas forcément montrer, mais il va, lorsqu'on va faire un build pour Go, il va linker toutes les librairies dont il a besoin et ça peut donner des exécutables un peu lourds. Pas de fonction générique. Ça peut être un problème pour certaines personnes. Donc, s'il n'y a pas de template qui prennent en compte tous les types, quels qu'ils soient, ça peut leur poser problème. Et ça dépend des préférences de chacun. Le garbage collector, il y en a un. Donc, s'il y en a qui veulent de l'utilisation custom de la mémoire, le garbage collector, il faut s'y faire. À toi, Florent. Sinon, on revient sur les pas de fonction générique, c'est pareil, c'est une préférence, hein, mais sur Java, il y en a, mais c'est pas toujours bien utilisé. Ça a des pros et cons. Effectivement, le garbage collector, pareil, ça dépend. Ça dépend. Sinon, pour la partie Rust, effectivement, donc sur les pros, donc vraiment les avantages de Rust, on a la protection de la mémoire. C'est vrai que là, j'avais pas forcément le temps de vous le jouer, mais globalement, votre compilateur ce que je vais expliquer par contre, hein, va vraiment vérifier à chaque fois que toutes les variables ont bien une fin de code, donc arrivent bien à une fin de bloc plutôt, et sont bien correctement libérées. Il y aura pas ça. C'est garanti de par sa compilation que chaque programme Rust qui est développé n'a pas de fuite de mémoire. Alors, on va mettre des grosses guillemets, ça peut arriver sur des cas très spécifiques, mais globalement, pour le commun des développeurs, ce n'est pas possible si vous respectez ce que vous dit le compilateur. C'est le contrat qui est donné. Ensuite, les performances, pas tout simplement parce qu'on n'a pas de fuite de mémoire, c'est quand même un des gros enjeux qu'on a en programmation, au-delà du code qui serait pas optimisé en termes de fonctionnalité ou autre. Euh, mais c'est souvent des fuites de framework ou autre. Là, de toute façon, même les librairies sont obligées de respecter de toute façon ce contrat. Donc, même si vous prenez des librairies, vous ne savez pas qui l'a écrit, vous savez déjà que la gestion de la mémoire est correcte. Le tout en un, effectivement, Rust arrive tout de suite avec un gestionnaire de dépendance qui est très complet. Globalement, Cargo, quand vous l'installez à côté, hein, vous faites vos imports, vous faites un cargo run. Si vous avez une IDE qui gère bien, on va dire comme IntelliJ, globalement, elle va vous faire vos imports automatiquement aussi. Donc vous gagnez un temps fou. Vraiment, on a l'impression, enfin, de ce côté-là, il n'y a pas de différence avec un Maven sous Java, par exemple, ou un NPM sous en TypeScript ou un Yarn quelque part. Donc, pour un langage qui vient de sortir,
C'est vraiment un plus pour moi. Concurrent par nature, effectivement, Rust par défaut a été codé dans cette logique-là de faire du multithreading. Tout est multithreadé derrière. Et enfin, on a une très bonne documentation. C'est pour ça que sur les exemples, je vous ai donné des exemples un petit peu à part, mais la documentation de Rust est disponible en plusieurs langages, notamment le français ou l'anglais si vous voulez commencer. Elle est extrêmement complète. Il y a beaucoup d'exemples et on va voir pourquoi aussi. En tout cas, c'est vraiment très 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 complet. Par contre, les désavantages. On a un écosystème qui est jeune, malgré la vieillesse du langage. Vous voyez, c'est depuis 2006, mais la première version stable, c'est 2015. À l'échelle d'un langage, c'est quand même pas vieux. Et les adoptions, on va dire, majeures datent de 2019. Pareil, on n'est pas sur un langage qui a une grosse communauté aujourd'hui. Encore. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont utilisables dans le juste après. Par contre, le gros problème de Rust et qui est reconnu, c'est la courbe d'apprentissage au démarrage. Parce qu'effectivement, là, on l'a pas vu parce qu'on a sur les bouts de code, mais si vous avez l'occasion d'utiliser Rust, et je vous conseille de l'utiliser, vous allez voir qu'au début, il y a beaucoup de choses qui sont perturbantes. Ce compilateur qui va souvent, souvent vous embêter, à juste titre, mais souvent. La gestion des variables, vu le fait que tout est immutable, si vous venez d'un langage, vous n'avez pas l'habitude, ou si vous n'avez pas codé récemment, par exemple en Java, directoire ou ce genre de choses, ça va vous perturber au début. Clairement, parce que vous avez pas pareil, le compilateur va péter toutes les 2 secondes, parce qu'il va vous dire, bah, ça, t'as besoin de modifier, ça, ta référence, elle est pas bonne. Par contre, le compilateur explique vraiment bien les erreurs. Contrairement au compilateur qu'on est sur C ou Java, où vous avez ouais, des phrases en chinois sur des numéros de ligne en 1-1 et puis avec un pointeur sorti de nulle part. Là, le compilateur Rust, on a vu quelques exemples. Vous avez un chevron à l'endroit dans le code où ça plante avec une explication, souvent un code qui vous renvoie vers la doc Rust. C'est quand même bien foutu. Mais par contre, c'est un paradigme vraiment différent. Donc là, c'est perturbant au début. Du coup, vous allez être très peu productif au début, clairement. Vous dites pas que je vais faire un script dans un coin en 5 minutes avec du Rust, ça ira 10 fois plus vite que d'ouvrir mon IDE standard, faire ma boucle Java, et essayer de recompiler un truc ou de le faire en Python, je sais pas quel autre. Ça, si vous n'avez pas des bases solides, ça va être compliqué un peu au début. Mais ça va. Et enfin, vous avez peu d'offres d'emploi sur le marché encore. C'est un peu lié à l'écosystème qui est jeune derrière. Donc, bah, à moins de travailler dans des très grosses boîtes qui ont commencé à faire, qui ont quelques besoins ponctuels, globalement, Rust, ça reste encore un langage qui est très sympa d'apprendre sur le côté, qui pourrait être demandé dans certains postes, on va dire en side, mais ce sera pas un main langage pour le moment. À moins que vous travaillez à la Fondation Linux dans quelques années. Et, c'est pas le cas. Et voilà pour les points de com là-dessus. Et enfin, petite démo finale. Grégory, je te laisse prendre la main pour le petit bonus et serveur Go. Tu avais. Ok. Alors, c'est un greeter, c'est-à-dire c'est juste un serveur qui nous dit hello quand on se connecte dessus. Et c'est pour dire, avec juste ce fichier, on a un certain nombre de classes. Bon, ça, c'est un formulaire dont on va pas se servir ici. Et on a directement une classe file server qui permet d'instancier et de dire je prends le serveur courant, je vais écouter sur ce port et je vais en faire quelque chose. Donc avec un code, finalement, quand on a tout ça quand on a juste ça dans le même fichier, ça simplifie les choses. Et je vais juste partager le petit onglet. Comment je fais ça? Hop. Je vais désactiver le partage et je vais activer mon petit onglet. Tu vas le trouver. Et voilà. Et il nous salue. Et tout ça en un seul fichier Go. Et c'était ma démo. Yes. Voilà. Et effectivement, tu as déjà ouais, du serveur HTTP qui est s'intégrer dans le langage de base. Du coup, c'est des imports de base. Mhm. Ouais, j'ai rien ajouté comme extension. C'est déjà dans les packages de base. Ok. Ok. Alors, effectivement, je crois que ça a fait sauter mon partage, moi. Tac, 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 mais c'est pas grave. Je vais le prendre. Hop. Partager l'écran. Clac. Hop. C'est bon, tu vois bien les deux. Oui. Je sais pas de ton côté, Grégory, si tu vois bien l'écran, quoi. Pas dessus. Pour le moment, je vois ton IDE et là, je vois la fenêtre Comet Rust by Exia.
Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Alors, en dernière démo, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser un framework qui s'appelle Tori, qui est un framework qui va vous permettre d'avoir un pack for front-end, donc assez standard, juste votre petit serveur pack qui se démarre avec le front, mais tout ça dans une appli bureau. Alors, j'ai pris le format bureau, en fait, ça vous permet aussi de faire du web à côté, parce qu'on va le voir pour la vue et pour la GUI, on va utiliser Angular derrière. Alors, à savoir que dans le framework, il propose d'autres options, hein. Vous avez Angular, vous avez React, vous avez Svelte, vous avez Vue.js, vous avez du JavaScript juste standard, si vous faire du HTML, JavaScript avec 3 boutons, c'est possible aussi. De toute façon, on va le voir, les deux sont vraiment bien séparés. Et vous pouvez avoir votre back et votre couche du coup d'accès aux data, qui peut être écrite en Rust. Donc, pour parser du fichier, comme on fera. Donc, l'idée juste de la démo, je l'ai déjà chargée parce que la compilation peut être un petit peu longue et surtout, elle est pas toujours hyper stable. Mais ça, c'est plus de ma faute. L'idée, c'est juste, on a cette petite fenêtre-là, donc qui peut être notre exécutable, notre point .exe qu'on a buildé. J'ai mis 3 fois rien dedans, j'ai mis un pseudo-menu, je crois que j'ai utilisé Angular Material, j'ai rien mis en plus derrière. J'ai juste mis des icônes de base avec un petit footer et juste un peu une grille de CSS standard et un bouton qui vous permet juste de charger globalement un fichier JSON. L'idée, c'était pas de vous faire un logiciel entier, c'était surtout vous montrer un peu comment s'organise le code et la possibilité de passer, alors sachant qu'en plus le fichier JSON est chargé, même pas, attends, c'est un peu du JSON, je vous dis des bêtises, c'est du SQLite qu'il y a derrière. Donc je vous ai fait, on va le voir, je vous ai fait une chaîne en fait, en partant d'une base de données, avec de la présentation de données de l'autre côté, et enfin l'appel de la méthode par Angular derrière. Donc ça vous permet de faire du coup de l'application desktop. Si vous avez des compétences web déjà en plus d'un côté, ça vous permet de faire du desktop en apprenant Rust à côté. Ce qui peut être intéressant aussi comme approche pour démarrer et d'avoir quelque chose de visuel assez vite. Donc, là, hop, on va faire tout ça. Donc c'est dispo hein, le dépôt qu'on va vous mettre à disposition. J'ai 2-3 minutes pour vous montrer ça. Donc globalement vous allez avoir deux dossiers de source donc, sous le GUI. Donc le source story qui va être le source de Rust et enfin le SRC d'Angular. Le reste des fichiers de conf c'est du Angular standard. Il n'y a rien de ni plus ni moins. Finalement en fait c'est comme si vous aviez un projet Angular et dedans vous avez juste un dossier Rust. Là on retrouve les structures Rust qu'on avait un petit peu avant. Il y a beaucoup de fioritures au-dessus. Ça c'est lié à Tori. Euh, vraiment c'est le package de base derrière, mais au moins l'avantage c'est qu'il démarre. Vous avez déjà quelque chose qui démarre. Donc le fameux TOMML qui va être un peu plus charnu que dans l'exemple, mais on voit que c'est pas non plus illisible. Hein. On trouve les informations sur le package, des dépendances à avoir rebuild, des dépendances derrière à importer dans l'exécutable. On voit j'ai utilisé là une autre librairie qui s'appelle Rust, RU SQLite. Je vais utiliser le SQLite. Et le Tori Plugin Shell, ça c'est interne à Tori. Sachant que je vous ai utilisé Tori pour faire du web, il y a plein d'autres frameworks pour faire de la GUI ou du serveur. Notamment pour faire du serveur web, vous avez un framework qui s'appelle Rocket aussi, qui est assez connu. Mais c'est plus juste pour faire du back avec du serveur HTTP dessus. Du coup, c'est pas pour faire de la GUI. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Alors, vous avez déjà un exemple avec plusieurs crêtes internes, ce qui va j'ai essayé de vous refaire une structure en fait de clean architecture dedans. Donc avec une couche de domaine, couche d'infra, couche de service. Donc les services et le domaine, vous allez retrouver le code métier dedans. L'infra, c'est les couches d'accès aux différentes données. Donc on va avoir un adapteur ici SQLite, assez standard. Tac. Ouh. Alors, on a un TV d'adapteur. Ouais, donc on peut faire. Ça, c'est quand on veut retourner l'adapteur, effectivement. Ça, c'est quand on veut récupérer tous les comptes. Et enfin, j'ai la fameuse fonction que j'ai appelée tout à l'heure, Initacount, qui va me permettre de créer les comptes à la volée. Alors, c'est pas très beau en termes de code, hein, tout est imbriqué, c'est normal. L'idée, c'est de vous donner des exemples. Mais ça peut donner des exemples aussi si vous voulez juste écrire des petits scripts, par exemple de migration, de redémarrage ou autre sur des bases, ce genre de choses. Vous avez un exemple. Moi, déjà, qui est de si on remonte, alors là, le service, il va être par là. Donc le service, alors pour faire le lien entre le web
Et le back, on ne passe pas par HTTP parce que là, on est sur un client lourd. Donc, on n'a pas besoin de lancer un serveur HTTP. Du coup, Tori met à disposition justement des annotations comme ça. Vous avez de toute façon les liens vers la doc qui sont dedans pour pouvoir faire le lien entre les requêtes web et les requêtes sur le backend. Donc là, on a une commande qui s'appelle init-account. Et si on va voir rapidement comment ça se goupille côté web, de service, voilà, un coup de service, on va venir appeler une méthode directement. Donc on a une méthode invoke qui est liée à Tori. Hein. C'est pas du Angular standard. Hein, pour le coup, c'est du Tori AppCore, donc c'est une lib côté TypeScript cette fois-ci qui est importé par Tori. C'est vraiment eux qui s'occupent de faire la liaison entre les deux. Où on invoque juste le nom de la méthode qu'il y a derrière, tout simplement. Vraiment, j'ai pris ce framework-là parce qu'en termes de starter, c'est assez intéressant. Vu qu'il n'y a pas vraiment de complexité, c'est la partie un peu plus embêtante, c'est la configuration. Mais là, vous avez le projet qui est déjà préconfiguré et prêt à être utilisé avec un exemple. Si vous voulez vous amuser avec, ça vous donne ensuite ce qui va bien. Sachant que vous retrouverez dans le README ici comment lancer, par exemple, pour l'exemple 7. C'est juste un npm run toridev à faire dans la commande. Et naturellement, par contre, en premier, vous devez faire un npm install avant. C'est un peu moins à l'aise avec le web. Euh, c'est juste ça à faire. Euh, toridev. Et il va s'occuper en fait de lancer pour vous le serveur web derrière pour pouvoir. Alors ça fonctionne pour ceux qui font de l'Angular, React. Vous avez un serveur web quand même qui tourne derrière. Donc là c'est du Vue.js. Donc toutes les modifs que vous allez faire en web, il va les recharger dans le client à la volée. Et si je dis pas de bêtises normalement, mais il y a un mode aussi sur Tori pour modifier le Rust à la volée. Il va recompiler le Rust tout seul. Donc vous avez la possibilité de développer, de tester tout de suite en live les modifications. Je reviens pas plus longtemps dessus si on arrive sur la fin. Et on va repasser sur la télé. Mais n'hésitez pas en tout cas à jouer avec. C'est prêt à démarrer. La seule limitation qu'il vous faut, c'est Rust d'installer, Cargo d'installer. Ça prend 2 minutes à télécharger et un Node.js. Sur les conclusions, alors je vais attaquer rapidement. Effectivement, on voit que les deux langages ont quand même des cibles d'attaque et de développement qui sont différentes. Hein. Tu confirmeras, le mais le Go, on est quand même orienté web, vraiment, c'est ce qu'on a vu. Et effectivement, la notion de service back-end rapide à écrire. Là, au Rust, on est vraiment sur une autre approche, on est vraiment sur du langage plutôt vraiment bas niveau, plutôt système. Et on peut quand même faire des alternatives, comme on l'a vu, avec du GUI, du web à côté, mais globalement, il est vendu comme remplaçant du C, du C++. C'est surtout là-dessus, sur ces aspects-là, que vous allez le voir arriver. Moins dans le web, moins dans ces parties web et web service, donc un peu moins peut-être dans les entreprises un peu plus grandes, on va dire, qui vont faire plutôt du front ou du retail, ce genre de choses. Nos avis sur le langage. Bah, je te laisse donner ton avis sur Go, tiens, pour alterner. Rien à redire par rapport à ta description. C'est vraiment pour le web, les microservices, les applications à scaler, un usage plutôt web qui va être dans une catégorie différente de Rust. Donc, chacun va creuser son sillon, je pense. Ce que tu as montré en Rust, par contre, ça a complètement attisé ma curiosité. Donc, je prendrai ton dépôt et je ferai je joue avec, comme tu l'as proposé. Est-ce que moi, la manière dont je t'ai présenté le Go, ça t'a au minimum intéressé? Yes, bah moi c'est surtout sur la partie HTTP où ça m'a interloqué. Qu'on ait cette lib aussi rapide à démarrer. Je, je sais le faire en Java si tu veux, mais moi je le sais le faire parce que j'ai l'habitude. Hmm. Mais pour un débutant, par contre, qui veut juste s'amuser un peu avec un serveur HTTP ou juste avoir deux, trois trucs derrière, bah c'est quand même vachement plus abordable. Donc c'est intéressant aussi là-dessus, tu vois, j'ai pas cet aspect-là. Par contre, effectivement, c'est un peu le bruit syntactique qu'il y a autour. Bon, je reste un peu plus dubitatif sur ce côté-là. Et Hmm. c'est un javaïste qui Je te dit ça. comprends. Et sinon, l'avis sur Rust. Rust, je reste convaincu. C'est un très très bon langage, mais ça va être un très bon langage pour vraiment faire du système et du back. Clairement, pour faire du web,
Il faut monter une marche. Je pense pas qu'il va percer à côté de Java. Tu vois, globalement, Hmm. je le vois pas du tout en concurrent direct. Par contre, sur des concurrents de C, C++ pour du bas niveau, ouais, clairement, ce compilateur qui, certes, est un peu casse-bonbon pour rester poli au début, finalement, c'est une aide hyper précieuse à la fin. Donc, je pense qu'il est bien dans sa cible aujourd'hui. Et j'y crois sur les adoptions. Mais par contre, euh, ouais, allez-y dans 5-10 ans, quoi. Là, il y aura peut-être des offres d'emploi, Hmm. mais là, pour le moment, je pense que le marché va encore rester sur du C Sharp, C++ encore un petit moment. Mais on va en voir popper. Donc c'est surtout pour ces développeurs-là qui ont ces profils-là un peu plus back ou peut-être en l'embarquer, hein, il y a peut-être moyen aussi qu'il fasse sa place sur ce genre de profil de développeur. Je pense que c'est intéressant de commencer à regarder. Tu vois, pas forcément se dire ah ça va être mon prochain boulot, mais de commencer à regarder un petit peu à côté, ça peut être très intéressant. Pour le Et Go, de mon côté, ça, ouais, je vais continuer à en faire. ouais, Au moins pour maîtriser les slices. Et c'est tout pour ouais, moi. je vais continuer un petit peu moi pour Hmm. la plasticité de l'esprit, comme on dit. Yes. Vous avez le QR code du dépôt que je laisse là, euh, juste une petite minute, et je vais vous également partager le lien du Gamma. Alors, si j'arrive, ouais, c'est sur le partage normalement, ça va être pas mal. Sous Je le l'ai, moi, Gamma, tu il veux va que je te être, le passe? ouais, bah si tu peux le mettre dans la conversation, sachant que dans le Gamma, vous avez les liens du coup, vous pouvez retrouver sur les dépôts, vous avez à nouveau un peu toute cette historique-là. Derrière, mais C'est bon. surtout au moins les dépôts vous permettent de utiliser, de jouer un peu avec. Parce que pareil, en Rust, je pense que c'est pareil pour Go, comme tout nouveau langage aussi, hein, vous apprenez, il vous faut un dépôt, il faut jouer avec pour s'en rendre compte. Euh, Aussi bien de la puissance et ce que ça apporte, et les enjeux aussi à essayer d'apprendre un nouveau langage. Et Et moi, je le enfin, ferai, les différentes ressources qu'on a ouais. pu utiliser. Euh, Moi, et sur je ce, fais une petite excuse. vas-y. J'ai mis mon dépôt, mais j'ai pas fait de readme. Ça va venir dans pas longtemps, donc soyez patients. Bon, déjà, t'as divisé par exercice, donc on voit bien déjà les différents dossiers. Mhm. Et enfin, un dernier mot, vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et puis, en espérant vous avoir donné un petit peu envie de, au moins découvrir ces langages-là. Et n'hésitez pas à utiliser les dépôts, ils sont faits pour.